les jeunes de parler. Je pense que Sieyès, parce que c'est obligé de revenir à ce gars-là, c'est 1789-1791, surtout lui, ça s'arrête en 92, provisoirement, parce que n'oubliez pas que Sieyès, c'est l'un des stratèges du coup d'État du 18 Brumaire. D'accord? Donc c'est pas un démocrate, Sieyès. Et Sieyès, sa théorie, principalement, après on peut broder, c'est ce qui est souverain, c'est la nation. Dans l'optique de Sieyès. Or, la nation, c'est les représentants. Le peuple n'a pas droit à la parole. C'est ce qu'a dit André tout à l'heure. Le peuple n'existe que par ses représentants. Et ce sont ses représentants qui pensent et décident pour lui. Le peuple n'a absolument aucun droit. D'où le suffrage censitaire. Et que les riches qui votent. C'est-à-dire que 90% de la population est exclue. D'ailleurs, il y a le concept de citoyen actif et de citoyen passif. Ça, c'est du Sieyès. C'est pas que Sieyès. Ça, c'est la souveraineté de la nation, option 89-91. Monarchie constitutionnelle. La révolution, 14 juillet, pour une monarchie constitutionnelle. Il faut quand même le savoir. Pas la démocratie du tout. Arrive le 10 août 92, dont a parlé André, à juste titre. Et c'est là, justement, que la distinction arrive. Elle avait déjà été discutée, mais mise en minorité. Bon. C'est la souveraineté populaire et la souveraineté du peuple. C'est ça le suffrage universel, je ne reviens pas, ça a été dit. Et non pas le suffrage censitaire. Donc il faut bien différencier, je pense, souveraineté nationale, qui est une subtilité juridique pour dessaisir le peuple de sa souveraineté, et la souveraineté populaire qui se traduit par le suffrage universel, et la notion de mandat, qui avait déjà été discutée, mais qui arrive sur la table. Bon. Et je pense que ça, c'est un concept tout à fait fondamental. Et je pense qu'en 2024, on ne peut plus se permettre de dire, de se contenter de dire, ah mais on va élire une assemblée constituante, comme en 1946. Déjà, bonne chose, j'ai rien contre 46. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 46? Oui, oui, il y en a même eu deux, effectivement, fin 45 et début 46, ou je ne sais plus, je sais pas. Bon. Est-ce qu'on peut se contenter d'une constituante, je vais roger enfin. Est-ce qu'on peut se contenter aujourd'hui de dire on va élire une assemblée constituante? C'est-à-dire que 68 millions de Français, on va dire 48 millions d'électeurs en gros, avec les taux d'abstention qu'on connaît, je n'insiste pas, vous connaissez tout ça. Est-ce qu'on va se contenter de dire bon ben ces gens-là, les électeurs inscrits, vont élire, je sais pas, 577 ou 750 comme la Convention nationale? Pourquoi pas, hein? Il y avait 25 millions d'habitants en 92, il y avait 750 députés. Hein. D'accord, nous on est 68 millions et on est à 577, ça peut se discuter quand même. Hein. Bon bref, c'est pas ça le problème. Mais est-ce qu'on va confier à ces élus le soin de nous faire une constitution? Même si après on nous organise un référendum à la De Gaulle, c'est oui ou c'est non? Où est le peuple maintenant? Où est le peuple maintenant? À mon avis, c'est très réducteur. En 2024. On ne va pas faire comme en 1946. Je dirais que ça serait un progrès par rapport à ce qui existe. Enfin, est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Bon, où je veux en venir quand je vous dis ça? Ben, je veux en venir tout simplement à la notion de mandat. Et là, il y a effectivement deux possibilités. Le mandat représentatif ou le mandat impératif. Le mandat représentatif, c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on élit un député, ou un sénateur, ou un conseiller municipal, ou un conseiller régional, comme vous voudrez. Et on lui dit, ben voilà, moi je vote pour toi, mon pote, mais, chère madame,
Et puis, tu fais tout. Moi, je reviens sur mon canapé, ou à la pêche, ou au grec. Hein, voilà, ou ailleurs. Hein, et puis, on se revoit dans 5 ans. Et si je ne suis pas content de toi, je te vire. Mais entre-temps, le citoyen est exclu de tout débat public. C'est l'élu qui décide. Est-ce qu'en 2024, on doit se contenter de ça? Ou est-ce qu'on ne peut pas pousser plus loin et dire, nous voulons une véritable constituante, mais on veut que le peuple s'empare du sujet. C'est-à-dire quand on élit un élu, on l'élise sur un programme. Mais un programme qui ne soit pas décidé par des gens qu'on ne contrôle pas, finalement. On veut que ça soit débattu dans des assemblées. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne va pas faire débattre 68 millions de personnes. Attendez là. Mais ils ont déjà débattu, chers amis, entre 1791 et 1799, dans ce qu'on appelait, jusqu'au coup d'État de Napoléon Ier, enfin de Bonaparte. C'est ce qui s'appelait les assemblées primaires. Je vous rappelle d'ailleurs qu'entre 92 et 94, c'était mixte. Mixte. Ça a été vite liquidé après avec le 9 Thermidor. Tout s'arrête au 9 Thermidor. Bon. Mais ça a existé. Ça a existé. Donc le peuple, à l'époque, a bien débattu. Il ne se contentait pas d'élire ses délégués, il allait élire les députés. D'accord? On a oublié tout ça. On nous apprend plus tout ça dans nos cours d'histoire, dans nos leçons d'histoire à l'école primaire et encore moins à l'université. Bon. Donc, ce que je dis aujourd'hui, et j'arrête, c'est que, est-ce qu'on ne pourrait pas... Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit André. Sauf que, ça serait bien... Oui, mais c'est ça. Ça serait bien qu'on puisse discuter. On est là pour faire des propositions. On est là pour faire des propositions. Et moi, je dis qu'il ne faut plus se contenter d'une assemblée nationale constituante. Il faut qu'il y ait des assemblées populaires, dans des conditions à déterminer, qui puissent discuter à la base. Alors vous allez me dire, oui, mais le peuple ne peut pas discuter de tout. Ah bon? Alors oui, mais tes mandats, comment tu vas les déterminer? Moi, je ne dis pas qu'il faut les déterminer dans les détails, évidemment. Ça, c'est le rôle des élus, après. On est bien d'accord. Mais au moins que les élus soient encadrés. Par exemple, est-ce qu'il faut un SMIC ou pas? À quelle hauteur? Quoi? À quelle hauteur? Un SMIC. Est-ce qu'il en faut un ou pas? Est-ce qu'il faut adhérer à l'UE ou pas? Est-ce qu'il faut adhérer à l'OTAN ou pas? Est-ce qu'il faut assurer le plein emploi ou pas? Est-ce qu'il faut un système de sécurité sociale à 100% ou pas? Voilà, c'est ça le mandat impératif. C'est ça le mandat impératif. Et ça, le peuple est tout à fait capable. Les gens comme Dominique Rousseau et d'autres, on pourrait tous les citer là, tous les constitutionnalistes, les Birnbaum, Blondiou, Saint-Omer et compagnie, tous, sans exception. Ils sont en train de vous dire, mais le peuple n'est pas capable de discuter de tout ça. Il faut bien des représentants. Voilà, le moment délibératif est réservé aux représentants, aux élus. Le peuple est incompétent, incapable, incompétent. Voilà. Ça, c'est la démocratie, entre guillemets, représentative. Mais moi, je dis, il faut peut-être arrêter avec ça et essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que la notion de mandat est capitale. Voilà, que l'élu sache que s'il est élu à un poste, il est révocable. Et il doit être révocable dans des conditions à déterminer. Moi, je n'ai pas trouvé. Bon. Ben, ce que je voulais, c'est ce matin, simplement vous faire comprendre, premièrement, la différence entre le mandat représentatif et le mandat impératif. Deuxièmement, entre la souveraineté nationale, qui peut être confisquée par une classe sociale bien déterminée, je n'irai pas plus loin, tout le monde a compris, ou une démocratie délibérative, qui n'a plus rien à voir avec la démocratie représentative. Et que le mandat représentatif, c'est complètement différent du mandat impératif. Voilà. Et la souveraineté du peuple, pour moi, c'est ça. Et tu devais faire coup. Et j'ai arrêté.